J'adore passer après Manuel qui parle des vieux, des dinosaures, de ceux qui n'ont rien compris, qui sont engraissés. Ouais, je pense que c'est de moins en moins vrai. Je vais vous dire ce qui s'est passé chez Accor et pourquoi on l'a fait aussi vite et pourquoi pour l'instant ça marche. La première chose qui est importante quand en tout cas quand on est dirigeant d'entreprise, ce que je n'ai jamais été jusqu'à il y a 3 ans. Soyons clairs, j'étais un affreux financier pendant 17 ans et je suis tombé un peu par hasard à la tête de ce groupe. Et donc j'ai 4 mots qui me caractérisent, depuis très longtemps d'ailleurs. Un premier mot, qui est souvent peu utilisé chez les dirigeants, qui est le mot doute. Eh oui, j'ai des doutes sur où on va, comment y aller. Doute, ça veut dire qu'il faut accepter de se perdre, accepter de changer de regard, accepter d'avoir des hésitations. Après ça, une fois qu'on a décidé, bien sûr qu'il faut avancer. Il y a un deuxième mot qui est tout aussi important que le doute, c'est ouvert. Ouvert sur les autres, ouvert sur l'environnement, ouvert sur ce qui se passe autour de soi et non pas uniquement son nombril. C'est pour ça que je voyage 200 jours par an et que ma plus grande richesse est de rencontrer des gens différents. Le troisième mot, c'est oser, entreprendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu des doutes, une fois qu'on a commencé à comprendre le monde qui vous entoure, eh bien, on prend un certain nombre d'initiatives. Et le dernier, c'est plaisir, parce que si on n'a pas de plaisir à se lever le matin, on va aller nulle part. Et quand vous avez ces 4 mots-là, eh bien, vous apercevez que l'industrie dans laquelle je suis, elle n'a rien vu pendant une bonne quinzaine d'années. Et est-ce que j'aurais vu mieux que mes prédécesseurs? La réponse est non. Et on n'a rien vu parce qu'on était bourré de certitudes, parce qu'on n'était pas ouvert, parce qu'on avait des normes, parce qu'on avait des standards, parce qu'on avait des références, parce qu'on avait des marques qui étaient solides, et puis parce que ça allait bien. Pendant 50 ans, l'industrie hôtelière, franchement, tout le monde a une croissance à 2 chiffres extrêmement formidable entre 1960 et les années 2000. Chacun, Hilton, Hyatt, Interconti, Marriott, Accor. Et chacun, on était à la conquête de nos marchés respectifs, Accor étant le seul non-américain. Oui, sauf qu'en l'an 2000, Booking et Expedia sont arrivés. Mais ils sont arrivés avec une révolution qui était uniquement technologique. Ils avaient une techno qui était meilleure que ce que faisait Carlson Wagonlit Travel ou bien American Express Travel, les agences de voyage. Et donc on s'est dit, ouais, c'est pas mal, ça nous coûte le même prix, ils ont un accès aux clients qui est meilleur. Aucun des groupes hôteliers n'ont senti la force de cette technologie et en tout cas sa façon d'accaparer 80% du marché du web. Donc on n'a rien fait, on les a laissés croître, et Booking et Expedia. Et puis 4 ans plus tard, il y a eu les MetaSearch. Il y a eu les comparateurs de prix, il y a eu les Kayak, les Trivago, les TripAdvisor. On n'a rien vu non plus. On s'est dit, plutôt c'est pas mal, ça va donner de l'aide à nos clients. Et on n'a pas bougé. Et puis il y a 7-8 ans, il y a eu nos copains d'Airbnb qui se sont dit, on va offrir l'économie de partage, une expérience différente chez l'habitant, moins chère, plus spacieuse, et en tout cas dans des emplacements qui sont jugés meilleurs que les hôtels. Là aussi, on n'a pas réagi. Mon rôle à moi en arrivant, c'est que j'en ai marre d'être spectateur. Je déteste être spectateur. Et donc, le rôle d'un dirigeant, c'est de devenir un acteur, c'est de voir la 4e révolution numérique. Et quand vous regardez ça, en fait, vous vous dites quelque chose qui est très simple, mais qui saute aux yeux et sur lequel on doit passer un peu de temps. La première chose, c'est que toutes ces sociétés-là, qui entourent ce monde digital, et en tout cas dans mon métier hôtelier, elles ont 4 choses en commun et une résultante en commun. La première chose qu'elles ont en commun, 90% de ces sociétés ont été créées par des gens de moins de 35 ans. La deuxième chose en commun, 90% de toutes ces sociétés ont été créées sur une feuille de papier blanche. Il n'y avait pas d'inertie d'un grand groupe, il n'y avait pas des process, il n'y avait même pas de collaborateurs. Troisième chose en commun, elles sont toutes basées sur une technologie plus efficiente, plus économique, meilleure que les technologies utilisées dans le même métier. Quatrième chose en commun, toutes se sont décidées de s'adresser au monde et non pas à la ville dans laquelle ils sont implantés et encore moins au pays. Scale and speed. Et la résultante de ces 4 choses en commun, c'est que toutes ont une organisation de travail horizontale. Vous regardez ces 4 choses et la résultante et vous les comparez à Accor. Vous les comparez à n'importe quel grand groupe qui sont du siècle dernier. La première chose, on est toutes gérées par des gens qui ont plus de 50 ans. La deuxième chose, aucun d'entre nous ne sont capables de partir d'une feuille de papier blanche parce qu'on a des responsabilités avec des collaborateurs, une histoire, des valeurs, du sens qu'il faut savoir préserver. Donc on n'a pas la même agilité. Troisième chose, oui, on a une technologie qui est, allez, un peu moins bonne, mais si on s'y met,
on peut la rendre bien meilleure. Je sais qu'après, vous allez écouter Vivek Badrinath, qui malheureusement part du groupe Accor pour faire quelque chose de très beau, mais qui a apporté pendant 2 ans et demi un effort considérable sur la techno. Et enfin, la dernière chose en commun, c'est qu'on s'adresse heureusement, nous aussi, au monde. Parce que nous sommes dans 95 pays avec 240 000 personnes. Oui, sauf que mon organisation, elle est pour l'instant verticale. Rapport de force. Celui qui a un secret, il garde son secret parce que ça lui donne un statut. Et puis vous avez des gens qui veulent un bureau avec une trame de fenêtre, 2 trames de fenêtre, le bureau de coin. Parce qu'il est là depuis 25 ans. Et quand on est là depuis 25 ans, on ne va pas se faire imposer quelque chose par quelqu'un qui a 28 ans et qui est là depuis 2 ans. Il va attendre son tour. Ah oui, sauf que si vous continuez à gérer votre société avec une organisation verticale, vous allez aller nulle part. Vous êtes lourd, vous êtes incapable d'écouter le monde extérieur et surtout, vous ne donnez pas le pouvoir à ceux qui le méritent, c'est-à-dire ceux qui ont une lecture du monde de demain beaucoup plus fine que la mienne. Quand on a moins de 35 ans, on n'est pas plus malin. On a juste une prédictibilité des besoins, des services dont Emmanuel parlait tout à l'heure, donner du sens. Toutes ces boîtes, elles ont aussi en commun qu'elles ont donné du sens, elles ont amélioré la qualité de vie, elles ont inventé un produit dont elles avaient besoin. D'où le Shadow Comex, d'où l'histoire de se dire, la feuille de papier blanche, je ne peux rien faire. Par contre, d'arrêter que tous nos groupes soient gérés par des gens de plus de 50 ans, on ne va pas partir. On a heureusement peut-être recul, sagesse, intelligence, mais on n'a pas cette finesse de prédiction sur le monde de demain. Donc ça veut dire que je dois leur donner l'occasion de s'exprimer, d'être identifiés, d'être reconnus et de se sentir utiles. D'où les 13 membres de ce COMEX de l'ombre, qui est de moins en moins dans l'ombre, qui sont de 7 nationalités différentes. Et en plus, pour une chose qui est importante, c'est que l'autre chose, et je vais très vite, 90% des sociétés dans le digital, elles ont aussi une chose en commun, c'est qu'elles sont gérées par des hommes. Parce qu'elles sont au départ, ce sont des ingénieurs. Et donc, si ceux qui croient que la parité homme-femme va s'améliorer, on ne va pas dans la bonne direction. Le Shadow Comex du groupe Accor, on a choisi sur 26 personnes, j'en voulais 13, 7 filles et 6 garçons. Et toutes les informations dont j'ai à ma disposition, toutes celles qui sont confidentielles sur tous les sujets du groupe dans le monde, leur sont, depuis 9 mois, totalement accessibles à ces 13 personnes. Toutes les décisions que le comité exécutif du groupe doit prendre sont préalablement, 10 jours avant, revues par les membres du Shadow Comex. Il n'y a plus aucune décision prise par le groupe Accor sans que ces 13 garçons et filles ne m'aient donné le sens, la direction, le pourquoi. Ça ne veut pas dire que je suis enceinte, ça ne veut pas dire que je vais écouter, que je vais prendre toutes les directions qu'ils me donnent. Oui, sauf que si je décide d'aller à droite alors qu'ils m'ont dit d'aller à gauche, j'ai intérêt à aller leur expliquer pourquoi. Et donc vous rentrez dans la pédagogie. Et donc mon Shadow Comex au niveau du groupe, maintenant il y en a 40 dans le groupe. Il y a un Shadow Comex en Asie, il y a un Shadow Comex en Amérique latine, il y a un Shadow Comex en Afrique. Ils ont tous recréé. La vraie difficulté là-dessus, c'est que ce n'est pas parce qu'on a entre 35 ans et 50 ans qu'on ne sert plus à rien. Et c'est probablement l'erreur que moi j'ai faite. C'est que très vite, ça a pris du buzz. Les gens se sont sentis responsables. Oui, mais moi j'ai aussi 50% de mon entreprise qui ne sont pas des millennials et qui méritent aussi toute leur place et qui doivent être la passerelle entre les plus âgés et les plus jeunes. Donc ce n'est pas non plus une question d'âge, c'est une question de mentalité. Je peux aller beaucoup plus loin dans plein d'autres exemples, mais juste pour vous dire que ce qu'on peut faire dans un grand groupe, Accor le fait, on peut sûrement mieux faire, mais ce qui est le plus amusant pour moi, c'est que les gens pensent qu'on va vite, et je pense qu'on ne va pas assez vite. Ce besoin de se remettre en cause, ce besoin d'arrêter de penser que ce qui est acquis, est quelque chose qui me libère, qui me donne envie de me lever le matin. Et la grande difficulté, c'est d'embarquer. Parce que dans un groupe de 240 000 personnes, vous apercevez qu'il y a quasiment 3 tiers. Il y a un premier tiers, c'est 70 000, 80 000 personnes, ils sont beaucoup plus agiles que moi. Ils ont très envie d'embrasser cette mutation de l'industrie. Ils en sont parfaitement capables. Et probablement, ils sont en amont. Vous avez un tiers qui comprennent le besoin de cette mutation, qui ont envie de l'embrasser, mais qui ont besoin qu'on leur donne un guide, des rails, mais qui seront là, avec vous, soldats, pour aller affronter le monde de demain. Mais vous avez un tiers qui ne comprennent pas la mutation, qui n'en ont absolument pas envie, qui ne sont pas armés du tout pour y faire face, et que pourtant je ne veux pas laisser de côté. Voilà exactement le plus grand défi pour toutes les grandes entreprises, comment ne pas laisser de côté ce tiers qui n'a pas la même vivacité et la même compréhension du monde qui change. Merci. Merci beaucoup, bravo.
Merci pour ce propos inspirant qui va vraiment ouvrir ces 2 journées. Alors, j'avais 2 questions rapides. Quelle est la place du CEO dans cette transformation? Comment tu te situes? Tu es à la fois pilote, mais tu dois faire effectivement confiance aux équipes, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Comment se projeter et faire confiance en même temps? Il y a un certain nombre de dirigeants dans la salle. Quels conseils, en 140 caractères, tu pourrais leur donner pour avancer dans cette transformation? Le rôle du CEO, c'est un... D'abord, je l'ai dit, hein, c'est pour ça que j'ai... La grande chance, peut-être d'accord, moi je peux le dire, je n'ai jamais été CEO de ma vie avant. Donc, je suis passé de 35 personnes à 200 000 personnes. Donc, 240 000. 240 000 maintenant, parce qu'on a acquis Vous avez racheté le groupe, Thérapeutes. Mais ça veut dire que je n'avais pas de repères, je n'avais pas de certitude, je n'avais pas de façon de penser. J'étais pas là parce que j'avais eu la meilleure formation du monde. Donc, c'était pas un dû. Donc, mon rôle à moi, c'est d'être, et je dis ça sans aucune espèce de fausse humilité. Un, il faut un chef d'orchestre. Deux, quand il y a une transformation, il faut incarner cette transformation. C'est-à-dire que je dois être la grande gueule, je dois être celui qui porte le message, je dois avoir une main ferme, je dois avoir des convictions. Et donc, ça veut être, il est omniprésent, il est un visage, il est sur le terrain, et puis il réassure. Parce que le monde, il va tellement vite qu'il devient anxiogène. Donc ça veut dire que quand je vous ai dit au départ que j'avais des doutes, oui, j'ai des doutes, mais une grande partie de ces doutes-là, je veux les avoir, mais je les garde en grande partie pour moi. Je n'ai pas à les exprimer. Mais j'ai moi à chaque fois me confronter avec ces absences de certitude. Donc voilà, prends le mot le plus important, incarner. Incarner. Dernière question. Demain, l'expérience Accor. D'abord, est-ce que c'est Accor Hôtel, l'expérience au sens... Et est-ce que c'est de point à point? Est-ce que l'idée, c'est de développer la marque sur l'ensemble de l'expérience du voyage et sortir juste de l'hôtel? Quelle est... en gros, la vision un peu long terme, sans trahir évidemment des secrets. Non, mais la vision demain, faire des annonces. La vision, elle est très simple et je la dois en grande partie à Vivek Badrinath que vous allez voir tout à l'heure. Parce que ça aussi, quand je vous dis qu'on grandit aux côtés de personne, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai beaucoup grandi aux côtés de Vivek. J'espère qu'il a grandi à mes côtés, vous lui poserez la question. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé en disant que Sébastien, ton groupe n'a pensé que marque et produit. Totalement vrai. Et c'était complètement idiot. Ça a marché pendant 40 ans. Il me dit, tu as oublié un truc quand même, c'est les clients. D'accord, ça vous paraît de bon sens, mais enfin pour moi, ce n'était pas forcément totalement du bon sens quand je suis arrivé. Et quand il me dit tu penses client, il faut que tu penses non pas client dans tes chambres d'hôtel, mais que tu penses parcours client. Parce que qu'est-ce qu'il fait aussi la différence entre nous et les Facebook et les Amazon? C'est qu'eux, ils ont une interaction avec leurs clients entre 2 et 3 fois par jour sur Facebook, 2 fois par semaine pour Amazon. Moi, j'ai une interaction avec mes clients qui est 2 ou 3 fois par an. C'est un désastre en termes de nombre de touchpoints. Donc si je veux multiplier le nombre de touchpoints avec mes clients de 2 à 3 fois par an à 2 ou 3 fois par semaine, ils ne vont pas venir 2 ou 3 fois par semaine dans mon hôtel. Donc je dois accompagner le client dès lors qu'il sort de chez lui et qu'il va aller dans le monde du voyage, que ce soit sur le rêve à travers les sites web, que ce soit sur les engins de réservation et autres. Donc il y a 7 étapes dont il vous parlera peut-être et dans lesquelles je dois être présent dans chacune de ces étapes, sauf que dans chacune d'elles, vous retrouvez Kayak, vous retrouvez Booking, vous retrouvez TripAdvisor. Et donc à côté d'eux, je dois exister. Et donc démultiplier ce rapport, cette interface client, c'est ça qui fera, à mon avis, la grande différence. J'ai une autre différence qui est heureusement importante. Toutes les plateformes dont on parle, elles n'ont aucune interface avec leurs clients. Elles ne le rencontrent jamais, parce que ça se fait à travers une technologie. Moi, j'ai une relation chaude avec mon client. J'ai une interface qui va durer 24 heures, qui va durer 72 heures, dans laquelle il y a une rencontre. Ça veut dire que je peux lui poser des questions et la qualité de l'information reçue est très différenciante de celle qui existe chez Booking ou chez TripAdvisor. À moi de savoir l'utiliser. Voilà.